On se demande souvent quel lien il peut y avoir entre le programme de philosophie, la méthodologie nationale et la grille de notation, surtout pour les élèves et les enseignants au Gabon. On a tendance à voir ça comme des documents séparés, un peu des contraintes. Mais en fait, on va voir qu'ils forment un système super cohérent, très puissant. Et ça tord le cou à l'idée que la philo, c'est un peu chacun son opinion. Pas du tout. La réussite, elle repose sur une structure bien précise. Et cette phrase de Descartes, elle résume tout. C'est génial d'avoir des idées, bien sûr, mais ce qui compte vraiment, c'est de savoir comment les organiser, comment les présenter. L'intuition seule, ça ne suffit pas en philo. C'est la méthode, la façon dont on applique sa pensée qui est décisive. Et ça, c'est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on va voir ensemble. Du coup, la question est là, posée noir sur blanc, le programme, la méthode, la grille de notation. À première vue, on pourrait croire que ce sont trois trucs administratifs qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, juste des étapes à franchir pour le bac. Mais est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Ou est-ce qu'il y a une logique, quelque chose de plus profond qui les unit? C'est ça qu'on va creuser. Et la réponse, en fait, elle est hyper claire. Non, ils ne sont pas du tout séparés. C'est même tout le contraire. Ils forment un seul et même système, un triptyque comme on dit. C'est une sorte de boussole vraiment qui est là pour guider vers l'excellence. Le truc à comprendre, c'est qu'ils ne prennent leur sens que tous les trois ensemble. Alors, voilà le plan de vol pour ce décryptage. D'abord, on va voir la synergie entre ces trois documents. Ensuite, on va se demander pourquoi la philo a besoin d'un système comme ça, quelle est son identité. Après, on s'intéressera à ce que les concepteurs avaient en tête. Et pour finir, on verra comment, et c'est le plus surprenant, cette méthode est en fait un chemin vers la liberté. C'est parti pour la première partie, la synergie des trois documents. C'est là qu'on va comprendre comment ces outils, loin d'être des poids, forment ensemble une boussole pour bien penser. Pour que ce soit limpide, on va utiliser des métaphores, des images fortes. Pensez au programme comme une carte. La méthodologie, ce serait votre équipement, votre artillerie. Et la grille de notation, ce serait un miroir. Carte, artillerie, miroir. C'est simple à retenir. Alors, la carte, le programme national, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il dessine les frontières du territoire à explorer. Il dit, voilà les notions à connaître, voilà les thèmes sur lesquels on va réfléchir. En gros, il répond à la question de quoi on parle. Ensuite, l'artillerie. Une fois qu'on a la carte, il faut savoir comment se déplacer sur le terrain. La méthodologie, c'est exactement ça. C'est un guide stratégique. Comment on construit une dissertation, comment on analyse un texte. C'est ce qui transforme le savoir pur en une vraie compétence. Ça répond à la question comment on fait. Et pour finir, le miroir. La grille de notation. Ce n'est pas juste un barème pour mettre des points. C'est bien plus que ça. Elle reflète ce que la discipline attend de nous. Elle nous montre ce qui a de la valeur. Est-ce que le problème est bien posé? Est-ce que les arguments sont solides? Est-ce que le raisonnement est clair? Elle répond à la question pourquoi c'est bien et jusqu'où il faut aller. Et là, tout s'emboîte parfaitement. Le programme donne la matière, le quoi, la méthodologie donne la forme, le comment, et la grille évalue la pertinence, le pourquoi. Vous voyez? Si on enlève un seul de ces trois éléments, tout le château de cartes s'effondre. C'est vraiment un trio inséparable, où chaque élément renforce les deux autres. D'accord. Mais on peut se demander pourquoi un système aussi articulé, aussi précis. On passe à la deuxième partie. La réponse, elle est dans la nature même de la philosophie. Ce n'est pas une matière littéraire comme les autres, loin de là. L'une des confusions les plus courantes, c'est de traiter la philo comme on traite le français. Mais en fait, ce sont deux choses très différentes. Le français, c'est l'étude d'une langue, d'une culture, d'une littérature. La philosophie, elle, a une ambition universelle. Elle cherche à comprendre la logique de la pensée, peu importe la culture ou la langue. La philosophie, c'est vraiment une discipline à part. Par sa rigueur, elle se rapproche parfois des mathématiques. Elle est mondiale. Elle peut faire dialoguer un penseur allemand comme Kant avec un penseur camerounais comme Marcian Toit. Son but, c'est de questionner ce qui semble évident, d'exiger des preuves, de clarifier les concepts. Et c'est toute cette richesse et cette exigence qui justifie un cadre pédagogique aussi solide. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient en tête ceux qui ont mis ça en place? C'est notre troisième partie. L'idée n'était pas de créer une machine à apprendre à par cœur. Non, l'intention, c'était de proposer une pédagogie de la construction. On construit sa pensée. L'objectif, ce n'est pas tant d'apprendre la philosophie que d'apprendre à philosopher. Et ça se passe en trois temps. D'abord, apprendre. Voir les grands auteurs, non pas comme des statues intouchables, mais comme des partenaires avec qui discuter. Ensuite, rédiger, se servir de l'écriture comme d'un outil de précision pour démontrer quelque chose. Et enfin, raisonner, le plus dur peut-être, déconstruire ses propres a priori pour construire une pensée qui soit vraiment la nôtre. Cette idée qui nous vient de Spinoza, elle est fondamentale. Et elle peut sembler paradoxale.
Comment un tas de règles, une méthode pourrait nous rendre plus libres? Eh bien, c'est justement en comprenant les règles du jeu, les contraintes de la pensée logique, qu'on peut enfin commencer à jouer avec, à être créatif et intelligent. Et ça nous mène à une conclusion assez forte. Maîtriser ce fameux triptyque, ce n'est pas se plier à des règles venues d'en haut. C'est s'approprier les outils qui vont nous permettre de penser par nous-mêmes, c'est transformer une contrainte en liberté. On arrive à la conclusion, au point d'orgue de cette analyse, voir la méthode non plus comme une prison, mais comme la condition même de notre liberté de penser. Voilà. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. La rigueur, ce n'est pas une cage, c'est la rampe de lancement. Sans rigueur, la pensée est un peu à la dérive, elle est esclave des opinions toutes faites. Avec la rigueur, elle se donne les moyens de décoller et de choisir sa propre trajectoire. Donc, pour résumer de façon ultra simple, le programme nous dit quoi penser, la méthodologie nous dit comment le penser, et la grille nous explique pourquoi c'est évalué comme ça. Pris séparément, ces documents nous informent, mais mis ensemble, ils nous forment, ils nous apprennent à penser par nous-mêmes. Et on va se quitter sur une question ouverte. Une fois qu'on a compris que la méthode est un outil pour être libre, la question n'est plus faut-il l'utiliser, mais plutôt sur quoi vais-je l'utiliser? Quel est le premier préjugé, la première idée reçue qu'on aurait envie de passer au crible de la raison? À chacun de trouver sa réponse. La réflexion ne fait que commencer.